Bonjour, je suis Henri Levenbruck et vous écoutez Cheval Western, le podcast de l'équitation et de la culture western. Howdy, partner. You don't mind my saying. Dans chaque épisode, je vous invite à partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le western. Le nouveau western. Des cavaliers, des enseignants, des éleveurs, des ranchers, des historiens, des artistes, des artisans et bien d'autres personnes encore. Hello? Hello? Ensemble, nous allons explorer les multiples facettes de l'équitation western et de la culture qui l'entoure. Que vous soyez cavalier, amateur de western, amoureux des chevaux ou simple curieux, ce podcast vous offrira des histoires inspirantes, des conseils pratiques et un regard sincère sur la culture western et ses traditions. The Western tradition. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée et si vous le voulez bien, prenez le temps d'y laisser une note ou un commentaire, c'est le meilleur moyen de nous aider. Nous partons à la rencontre de Lynn Laforme, cavalière, coach et figure incontournable de l'équitation western des deux côtés de l'Atlantique. Depuis plus de 40 ans, Lynn partage sa passion des chevaux à travers le monde. Québécoise d'origine, installée aujourd'hui au Texas, elle a formé des centaines de cavaliers et d'enseignants en Amérique du Nord comme en Europe. Son approche est fondée sur la légèreté, la confiance et le respect, une véritable philosophie du partenariat entre l'humain et le cheval. Je vous cache pas que j'étais très ému et honoré de rencontrer cette grande dame de l'équitation dont j'admire le travail depuis longtemps. Et je suis d'ailleurs pas le seul, puisque Lynn s'est vu récompensée de la médaille du jubilé de la reine Élisabeth II pour sa contribution au développement de l'enseignement et de l'entraînement en sport équestre au Canada et en Europe. Rien que ça. Et pourtant, comme vous allez le voir, Lynn est une femme d'une grande humilité, chaleureuse, drôle et surtout accessible. Dans cet épisode, elle nous parle de ses débuts, de sa vision du cheval comme miroir de soi, des spécificités de l'équitation western, mais aussi de l'importance de transmettre avec bienveillance et humilité. Ensemble, nous allons revenir sur son parcours inspirant, sur ce qui la pousse encore aujourd'hui à enseigner et à voyager, et sur ce fameux esprit western qu'elle incarne si bien et auquel on est tant attaché. Bonjour Lynn. Bonjour. Merci de me recevoir dans ce petit gîte qui est à quelques pas des écuries Nature Western où tu as fait un stage, tu viens de finir un stage que tu as donné, puisque je t'intercepte au vol au milieu de tous les stages que tu donnes en France en ce moment. Je disais tout à l'heure, c'est un peu le Lynn Laforme Tour. Oui, c'est ça, qui se fait 2 fois par année. Donc tu viens régulièrement en France pour dispenser ton savoir aux Européens, puisque tu séjournes maintenant au Texas, même si tu es québécoise. Et tu vas nous raconter pourquoi. Mais avant qu'on en arrive là, est-ce que tu te souviens de ta toute première fois à cheval? Ben, en fait, oui, parce que j'avais 6 ans, mon père m'a acheté un poney. Parce qu'en fait, mon père était un homme d'affaires et était élevé sur une ferme. Et il a toujours eu des chevaux pour son plaisir. Donc, à ce moment-là, on avait des chevaux, disons-nous, sauvages. C'était pas vraiment éduqué. Et puis, c'était comme ça. Il y avait des petites compétitions, où tu faisais tout, du barrel, de toutes les petites épreuves le week-end. Mais c'était vraiment friendly, C'était pour se faire plaisir. Et moi, j'étais jeune à ce moment-là et mon père m'avait acheté un poney. Donc, mon poney, en fait, nous, on avait une maison d'été. Donc, les chevaux étaient avec nous pendant 4 mois. Et puis après, on les mettait en pension chez un agriculteur qui était pas loin de notre maison d'été. C'était où? C'était à Grand-Mère. Donc, Grand-Mère, c'est une petite ville dans la Mauricie. D'accord. Donc, au sud de Trois-Rivières, très près de Saint-Tite. Donc, le gros rodéo de Saint-Tite, dont mon père a été le premier à travailler avec les frères Boulet pour installer tous les sonos, parce que mon père était dans l'électronique. Donc, fait qu'on a toujours été, tu vois, dans le domaine avec les chevaux à différents niveaux. Et c'est comme ça. J'ai eu mon poney.
Et tu te souviens comment il s'appelait, ce poney? Ben non. Tu te souviens plus? Bien non. Non, mais moi, j'étais une Indienne. J'étais pas une cowgirl dans ce temps-là, j'étais une Indienne. C'était une squaw. J'étais une squaw. D'accord. Et j'étais toute habillée comme une squaw. Et je partais parce qu'on avait des petits boisés et tout. Et je partais dans les bois avec ma ponette. Tu avais des petits ruisseaux et tout. Et une fois, je me suis perdue. Je ne savais plus où ce que j'étais parce que il n'y avait pas des chemins, toi, je me promenais un peu partout. Tu faisais du mountain trail avant l'heure. Exactement, mais tu vois. Et puis j'ai mis les rênes sur l'encolure de la ponette. Et puis elle m'a ramenée. Et après, la ponette est devenue trop petite pour moi. Et j'ai eu une petite phase où moi, je n'avais pas vraiment de chevaux, mais je suivais mon père. Il lui avait son cheval, il faisait des balades et puis les petites compétitions. Et comme il est arrivé un monsieur à notre écurie qui est arrivé avec un cheval. Et chez nous, dans le temps, on ne disait pas longer. On disait roper. Il ropait le cheval à distance. Hein. Et le cheval l'écoutait à la voix. On est en 1970. Puis le cheval, il lui disait le pas, le trot, le galop. Le cheval, il disait d'arrêter. Le cheval, il faisait tout ça à distance. Et nous, on n'avait jamais vu ça. On s'est dit, mais t'as acheté ça où, ce cheval-là? Puis, en plus, c'était un jeune cheval. Tu vois, il avait 4 ans, c'est un jeune cheval. Fait que nous, puis il était calme, posé, éduqué. On n'avait jamais vu ça. Et il dit, t'as acheté ça où? Ben, il dit, j'ai acheté chez Laurent Gauthier, à Saint-Hyacinthe, à la ferme Gauthier. Nous, moi, mon père, on prend rendez-vous, septembre 1970, et on se rend chez les Gauthier. Et j'achète ma première jument Quaros qui s'appelait Vanessa. Et elle fait partie de ma vie jusqu'à sa mort. Elle a fait partie de ma vie. Elle avait quel âge? Elle avait 3 ans à ce moment-là. Oui. C'était une jeune jument. Moi, je suis impressionnée parce que M. Gauthier, qui n'était pas un homme de cheval, au départ, c'était un agriculteur, il y avait des vaches, mais ils ont passé l'autoroute en plein milieu de ses terres, puis qu'il est obligé de vendre toutes ses vaches, et il a commencé l'élevage de chevaux. Et sans longe, le cheval, il l'écoutait à la voix, en 1970. Et les chuchoteurs sont arrivés bien après ça. Hein? Oui. Et puis M. Gauthier, il n'a jamais parlé à aucun chuchoteur. Il le faisait d'instinct. Hein? Et là, on a acheté cette jument-là. Et mon père, au printemps 71, a racheté un cheval pour lui, un étalon, Rayon de soleil. Et c'est François, le fils, qui entraînait le cheval de mon père. D'accord. Et en 1971, le juillet, je me rappellerai toutes les dates parce que c'est la première fois de ma vie, je faisais une compétition équestre, un concours Quaros, hein, c'était un concours approuvé par la Quaros. Le 4 juillet, chez la famille Gauthier. Donc, j'avais passé une semaine avec eux avant, avec ma jument, qui m'avait entraînée, m'avait préparée, puis j'ai fait ma première compétition le 4 juillet 1971. Mais alors, dis-moi, à chaque fois là, que tu parles de tes premières expériences à cheval, tu me parles de barrel racing, tu me parles de quarter horse, ça veut dire que au Québec, vous avez la culture western très implantée dans l'équitation. Ouais. Est-ce qu'il y a plus de western que de classique? Je pense pas. Je pense pas qu'on ait plus de western que de classique. Je pense que c'est assez égal. D'accord. C'est juste qu'au départ, les gens de classique, ils sont, aussitôt que quelqu'un fait du classique, il est tout de suite vers la compétition. C'était très axé vers la compétition. Tandis que nous, c'était beaucoup plus axé au départ sur la balade. Donc, d'avoir un cheval, de se faire plaisir, d'aller faire de la balade. Et après ça, les concours quarter horse sont arrivés. Et là, les gens ont commencé à faire des week-ends un peu partout dans le Québec pour aller faire des petites compétitions quarter horse. Et parce que l'association quarter horse, elle s'est créée en 1967 au Québec. Ah oui, oui, c'est tôt. Oui, c'est créé assez tôt. C'était assez au début, tu vois. Donc, mais l'équitation western, moi, je me suis jamais posé de questions, tu vois. J'ai jamais fait d'équitation classique au départ, tu vois. Moi, j'ai fait de l'équitation western au départ. C'était... Donc, Et d'ailleurs, vous disiez équitation western ou vous disiez équitation western? Oui, vous le disiez quand même? Oui, équitation western. Ouais, ça s'est toujours appelé comme ça. Oui, toujours. Ouais. Il y a eu une phase en France où on a dit équitation américaine. Oui, parce que c'était un peu plus exotique. Oui. Hein? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire un métier après alors Parce que j'ai marié le fils de M. Gauthier. De M. Gauthier. C'est ça. C'est-à-dire que t'es parti avec un cheval, mais lui, il est venu avec une belle fille. Il est rentré dans ma vie. Et puis, et on faisait des compétitions, donc on était tous un groupe de jeunes, tu vois, ensemble. Et j'étais présidente de l'association des youth du Québec pendant 3 ans, tu vois, au Québec.
Et donc, on avait des tâches, on avait des rendez-vous, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai connu, tu vois, je me suis retrouvée plus souvent et j'étais très copine avec la sœur de François, Ginette. Donc, elle venait chez moi j'allais chez elle et tout. Donc, après, le fils, il s'est installé. Mais je me destinais pas du tout à être dans le domaine des chevaux. Au départ, je faisais mon cours d'infirmière. D'accord. Et l'infirmière en chef, parce que c'était 3 ans notre technique infirmière, et à chaque fois, elle me disait, Lynn, mais t'es pas au bon endroit. C'est pas toi, c'est pas ta vocation, t'es pas au bon endroit. Après la 2e année, je l'ai finalement écouté et puis j'ai quitté. J'ai commencé à travailler avec mon père dans les commerces d'électronique. Il y en avait 21, donc... Et puis, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ça. C'est pas non plus ma vie, c'est pas ça que je veux, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et on avait eu le rodéo de Saint-Tite au début de septembre et la famille Gauthier était venue. Et on avait passé le week-end ensemble et une des filles, elle me dit, je m'en vais passer 3 mois au Texas chez John Carter sur une écurie de cutting. Fait que j'ai réfléchi 30 secondes et je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'il en prendrait une 2e avec, tu sais, qu'on irait ensemble? Elle a dit, écoute, je l'appelle puis on regarde. Alors, une semaine plus tard, j'étais rendue chez elle et on partait pour le Texas pour 3 mois. Quand je suis revenue après le voyage à Saint-Hyacinthe, j'ai dit à François, est-ce que je reste ici et qu'il y a un projet, ou est-ce que je retourne chez mon père? Fait qu'il dit non, moi j'aimerais que tu restes. Donc je suis restée à ce moment-là à Saint-Hyacinthe et on s'est mariés l'année d'après. Mais à ce moment-là, j'étais pas vraiment impliquée dans la ferme parce qu'il était associé avec sa sœur, Suzanne. Et quand sa sœur s'est mariée, eh bien, ils sont partis vivre aux États-Unis et on a racheté la part de Suzanne. Et moi, je me suis impliquée à plein temps. Et quand je me suis impliquée, ça, c'était dans 1979-80. Ben là, c'est là que j'ai vraiment commencé à enseigner, à travailler les chevaux, entraîner, parce que je le faisais, mais à temps partiel, parce que j'avais un travail parallèle à ça. Et je me suis impliquée avec la Fédération équestre du Québec au tout début. Et c'est là qu'on a créé les brevets de cavalier et qu'on a commencé à bâtir un système d'enseignement. Parce que le monsieur qui est devenu mon mentor au niveau de l'enseignement, monsieur Normand Caron, était un homme qui arrivait de d'autres sports. Et puis, quand il est arrivé à la Fédération pour s'occuper du programme équestre, il s'est dit, il faut qu'on crée des brevets comme il se fait dans les autres sports pour que les gens aient des objectifs. Et c'est comme ça qu'on a créé les brevets de cavalier et qu'on a créé les premiers brevets d'enseignement. D'accord. Qu'on a après vendus au Canada. Et alors, en dehors de ce Normand Caron, quelles ont été les personnes qui ont été des rencontres importantes dans ta formation à toi? Parce qu'avant d'enseigner, il a fallu que tu apprennes. Ouais. En fait, déjà, François, mon ex-conjoint, c'est un homme de cheval. C'est un horseman. C'est vraiment quelqu'un qui a un sens, a des feelings, a vraiment un sens du cheval. Et c'est avec lui que j'ai beaucoup appris parce que moi, je suis une technicienne. Donc, je lui posais toujours 1 million de questions. Pourquoi il faisait telle affaire, etc. Mais il disait, parce que je fais ça. J'ai dit, oui, mais ça travaille où sur le cheval? Ça fait quoi? Fait que je l'ai vraiment obligé à réfléchir à qu'est-ce qu'il fait, à mettre des mots sur ce qu'il faisait pour que moi, je comprenne. Ouais. Chez lui, c'était instinctif. Ouais. Et moi, il fallait que je comprenne. Tu as voulu le rationaliser, quoi. Oui, moi, j'ai obligé d'avoir un pourquoi. Moi, il faut que j'ai un pourquoi pour avoir un bon comment. Donc, ça a été toute ma vie. C'est comme ça que j'enseigne. Si tu sais pourquoi tu fais les choses, tu vas devenir meilleur dans ton comment. C'est comme ça dans ma vie. Je savais pourquoi ma vie, ce que c'était ma mission de vie quand je me suis dit, moi, je vais transmettre. C'est ma mission de vie. C'est ce que je vais faire et c'est dans le domaine équestre. J'aurais probablement pu enseigner n'importe quoi dans ma vie, mais là, c'est les chevaux, c'est l'amour des chevaux, c'est la passion des chevaux. Donc, à ce moment-là, j'ai tout développé. Tu vois, dans ma tête, je me disais, il faut comprendre les choses pour être capable de les transmettre. Et c'est comme ça. Et François a été un élément vraiment important dans ma vie au niveau de mon développement équestre, à l'entraînement et après ça, pour devenir une meilleure enseignante. Pour moi, c'est plus que juste du horsemanship. Il y a quelque chose dans l'énergie, dans l'âme, c'est des gars comme Lorenzo, comme Jean-François Pignon, c'est des gens qui ont quelque chose de spécial. C'est plus que juste la technique, tu vois. C'est sûr qu'il y a toujours une technique en arrière de tout, tu vois.
Mais il y a quelque chose. Et moi, ça c'est des gens qui me touchent. Tu vois, c'est plutôt que ça me touche de voir qu'est-ce qu'ils font comme travail. Quand j'ai fait beaucoup de pleasure, tu vois, plus de performance, etc., ben, il y avait des entraîneurs qui se présentaient comme ça, tu vois, qui étaient des bons entraîneurs. Et un au Québec qu'on avait, qui était M. Gaboury, Claude Gaboury, qui était vraiment quelqu'un d'excellent au niveau du travail avec les chevaux, la compréhension des chevaux. J'ai beaucoup appris avec lui. J'avais une copine aussi, tu vois, c'est des gens quand même de mon entourage qui avaient pour moi, presque des dons, tu vois, des feelings, parce qu'on n'avait tellement rien au début. On apprenait, chez nous, on dit sur le tas. Ouais. C'est ça, on apprenait avec essai-erreur. On ne savait pas faire autrement. Tu vois. Et puis, il y a des gens comme ça qui te touchent. Mais moi, ma façon d'apprendre, c'est que j'allais dans les compétitions. Je suis allée au congrès. Je n'ai pas jamais manqué un congrès en Ohio pendant des années. J'ai participé et tout. Et François participait en reining. Et moi, je m'installais, puis je regardais l'entraînement. Je regardais ce que les gens faisaient. Et je posais des questions. Et la majorité du temps, j'avais une réponse. Et les gens étaient très gentils. Et puis, je baragouinais l'anglais. Tu vois, je parlais pas un anglais très facile à comprendre et tout, là, avec mon petit accent québécois que j'ai tout simplement pas perdu et que je perdrai jamais. Mais tant mieux. Ben ouais, c'est ça fait partie de moi. Ouais. Et en fait, je posais des questions et les gens me répondaient. Et c'est comme ça que j'apprenais des techniques. Tu vois, je regardais un exercice, je regardais qu'est-ce que ça donnait comme résultat, puis je me demandais pourquoi ils faisaient ça, qu'est-ce qui était l'objectif et tout. Oui, parce que moi, ce qui me marque dans tes... Alors, évidemment, il se trouve que tu as fait partie des premières personnes dont j'ai regardé les vidéos quand je me suis mis à l'équitation western, etc. Il y a une chose qui est chez toi très forte, c'est que tu parles jamais que de technique. Il y a toujours la relation au cheval. Ouais. Dès que tu expliques aux gens qui regardent tes vidéos ou qui écoutent tes podcasts, tu expliques toujours pas seulement une technique pure, mais toujours un rapport au cheval et pourquoi cette technique, vous pouvez l'obtenir comme ça, etc. Ce qui est amusant quand on regarde un peu l'histoire du mouvement éthologique en France, c'est qu'en fait, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, et puis tu me le dis un peu au Québec, en réalité, l'éthologie a toujours été là, quoi. Toujours fait partie de notre vie. Voilà, elle était là avant qu'on la nomme. Ouais. Et en France, on s'y est intéressé avec Parelli, ça a commencé avec Parelli, puis après ça avec Andy Booth qui a travaillé, Tom Dorrance, et puis Ray Hunt, et tous ces grands noms. Tu vois. Mais en fait, chez vous, elle est déjà là. Elle fait partie de l'équitation western, en fait. Est-ce que c'est pas ça la force de l'équitation western? Ben oui, parce qu'en fait, l'éthologie, ce n'est pas une équitation. C'est une étude d'un comportement animal dans un environnement. Donc, en fait, l'éthologie, c'est pas une équitation, tu vois. Ici, ils l'ont mis, ils en ont fait quelque chose, tu vois, parce que ça se vend bien. mais en fait, et tant mieux, hein, je le dis pas d'une façon sarcastique, mais c'est que ça a permis probablement de faire en sorte de faire connaître qu'il y a une façon de procéder avec les chevaux qui s'inclut dans le travail d'éducation du cheval. Et du cavalier. Et du cavalier. Et ça a toujours fait partie. Pour moi, c'est partie intégrante. Et même quand moi, j'ai commencé à enseigner, ma première heure d'enseignement, c'était d'enseigner aux gens aller chercher le cheval, mettons, au champ ou au pré ou au box, s'il était au box, de lire son langage, les règles de sécurité, de comment tourner autour, de comment le lire, etc. On commençait déjà en 1980 avec ça. On ne commençait pas tout de suite à cheval. On leur montrait comment marcher à côté du cheval et tout. Donc, et après, on les finissait à cheval avec un petit travail à une main, tourner à droite, tourner à gauche, et puis bon, un arrêt, parce que les chevaux sont super éduqués. Le haut, nous, c'est non négociable. Tu vois, tu dis wow, il faut que ça arrête. Donc, on tire pas sur les rênes. Donc ça a toujours fait partie de ma vie. Donc, fait que pour moi, quand je suis arrivée ici puis que j'ai vu, mettons, ce qui s'est développé avec les savoirs et tout, avec l'équitation éthologique, je me suis dit, tant mieux. En fait, mais ça fausse un petit peu la vraie origine du travail avec le cheval, parce que ça fait partie normalement du travail. Mais comme il y a beaucoup de gens de classique, puis ici, il y a beaucoup de gens de classique qui connaissent pas puis qui ont jamais
et aborder ce sujet-là, ben ça l'a ouvert la porte. Et moi, je remercie profondément Andy Boots pour le travail qu'il fait ici en Europe. Je dis en Europe parce qu'il touche quand même un marché assez grand, mais aussi en France surtout. C'est de développer cet aspect-là de l'équitation. Y compris chez les classiques, ouais. Ouais, oui, parce que j'ai fait une petite farce, une petite joke à un moment donné, parce qu'on est allé manger ensemble. J'ai dit, t'as troqué tes jeans avec tes petits pantalons serrés. J'ai dit, j'ai dit, parce que tes jeans te font plus ou quoi? Tu as quand même formé beaucoup de cavaliers. Alors, beaucoup de cavaliers qui aujourd'hui sont devenus tous des coachs à ton image en France. Il y en a, je pense à Luc Giordano par exemple, mais il y a beaucoup de gens que tu as formés. Tu as formé toute une génération. Alors, comment ça se fait que tu les formais en France? Déjà à l'époque, Non, c'est que en fait, quand j'étais au Québec, quand je me suis séparée de François puis que je me suis retrouvée enseignée dans un centre équestre qui était pas loin de l'ancien endroit où j'étais, moi j'avais 2 enfants à m'occuper et dans le temps les gens prenaient des cours le soir, ok, donc il fallait que je me trouve quelque chose de jour. Je me suis endormie un matin et le matin parce que j'ai toujours un petit chose note à côté de mon lit, tu vois, et c'était marqué instructeur. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai écrit ça, tu vois? Et je me suis mis à développer l'idée. Et je me suis dit, il faut former des gens, tu vois, pour former des gens qui forment. C'est ça. Et je me suis dit, il faut que je fasse un programme pour des gens. Alors, il fallait quand même qu'il y ait déjà une base solide à cheval, tu vois. Je fais pas des miracles. Je les prenais en 4 mois et je les bâtissais à travers un brevet de cavalier 4, le brevet d'entraînement de base et l'instructeur. L'instructeur, c'est pas un entraîneur de chevaux, c'est quelqu'un qui instruit les gens. Ouais. Donc, fait que j'ai fait un programme de 4 mois et au début, je l'ai fait sur une première année. Après ça, j'ai fait 2 fois par année. Mais ils sont venus te voir au Québec. Oui. Et là, je faisais ma publicité ici et j'ai eu plein de gens de l'Europe qui sont venus et que j'ai formés. Formidable. Tu t'es illustré dans beaucoup de disciplines western. Quelles sont celles vers lesquelles ton cœur va plus naturellement? Bien, aujourd'hui, plus vers le ranch. Vers le ranch? Oui. Parce que, en fait, j'adore cette discipline-là. Et c'est sûr que j'adore le reining aussi. Parce que ma famille, on est tous dans le reining. Mais ma fille a quand même fini 3e au championnat du monde en ranch et elle a développé vraiment une qualité de travail. Elle avait même fait un DVD, tu vois, sur le ranch riding. Puis moi, j'aime cette discipline-là parce que elle me rejoint énormément dans le type de travail que j'aime faire avec le cheval, c'est-à-dire d'avoir un cheval qui travail un peu plus naturel, avec des allures plus naturelles. Et puis, par contre, j'aime beaucoup le horsemanship, le showmanship, parce que c'est encore des parcours, tu vois, c'est une relation avec le cheval, tu établis des choses, le trail, mais je préfère le ranch trail du trail parce qu'aujourd'hui, le trail, c'est que du passage de barre, donc c'est du galop au-dessus des barres et du trot, etc. Techniquement, c'est exceptionnel, hein? Ça n'enlève pas la qualité du travail puis l'éducation que le cheval doit avoir, mais ça ne me plaît moins. Parce que tu as moins de liens avec les sources de cette équitation-là, c'est-à-dire le travail du cow-boy, en fait. Oui, c'est moi, j'aime la nature. J'aime tout ce qui est naturel. Est-ce que c'est pour ça que tu es parti au Texas? Parce que j'imagine qu'au Québec, il y a quand même moins d'élevage, surtout dans le nord du Québec où il fait un peu froid, il doit y avoir moins de vaches dehors que dans le Texas. Oui, oui, absolument. D'ailleurs, pour tous ceux qui font du cutting ou du walking co au Québec, c'est un peu plus difficile. Ils doivent aller en Ontario, dans le sud de l'Ontario, où il y a la température. En Alberta, peut-être, non? C'est trop loin. C'est trop loin, oui. C'est trop loin parce qu'il est grand, le Canada. Ouais. C'est pour partir de chez nous et aller en Alberta, on parle d'une quarantaine d'heures de route sans arrêt. Pour refaire une petite aparté avant de dire pourquoi je suis allée au Texas, c'est que je suis venue juger en 2005 à Creuse, en Allemagne, un reining. Et j'ai rencontré un jeune homme, à ce moment-là, un monsieur, qui était mon secrétaire de concours, qui était mon scribe pendant toute la semaine, qui s'appelait Dieter Var.
qui baragouinait l'anglais lui aussi. Donc, moi, j'avais un peu plus d'anglais que lui, mais bon. Et on s'est échangé nos emails après la compétition. Et ça, c'était en mars 2005. Et on s'est recontacté en juillet 2005. Et moi, je venais juger le premier master de reining en Italie. Greg Schmerzel était venu avec son cheval, Tim McQuaid. C'était le premier master qui se faisait en Italie. Et l'éditeur est venu me voir. Et à ce moment-là, ben, on a décidé qu'on allait se rencontrer en Oklahoma pendant le Futurité Reining 2005. Donc, on s'est dit, on se rencontre et puis là, on va faire plus connaissance parce qu'on se connaissait, mais on n'avait pas jamais été plus loin qu'une relation d'amitié. Alors, je suis allée le chercher à l'aéroport et puis je me souviens toujours le baggage claim, tu vois, où est-ce que tu récupères ton bagage numéro 4 à Oklahoma. Et c'était la première fois qu'on s'est vraiment rencontrés, puis on a passé la semaine ensemble. Et au bout de la semaine, ben on a décidé qu'on voulait aller plus loin. Et finalement, moi, je suis venue en Allemagne, etc. Et lui, il a déménagé au Québec en 2006. Il m'a suivi en avril 2006. Et mon mari, dans ces années-là, avait été visiter le Texas avec des amis de Cotting. Et il avait fait tout le tour du Texas et puis il était revenu, il se faisait surnommer, son nom c'était Tex, pour te dire comment il aimait le Texas. Et puis il s'était juré que si jamais il déménageait aux États-Unis, qu'il irait vivre au Texas à Pilot Point. Petit village très intéressant au nord de Dallas-Fort Worth. Fort Worth, oui. Et finalement, mon fils, qui a marié lui aussi une Allemande, parce qu'il était venu au championnat du monde, histoire courte, et il est resté en Allemagne. Et puis après, au bout de 4 ans, il est revenu chez son père, il est resté 2 ans chez son père. Après ça, il a décidé d'aller travailler pour Roseanne Stenberg, Sterling Ranch, au Texas, à Pilot Point. Donc, quand je me suis dit, bon, ben moi, je suis au Québec. Ils sont tous là-bas. C'est ça. Moi, je suis au Québec avec mon mari qui s'appelle Tex, qui a envie de vivre à Pilot Point. Et que nous, en fait, j'avais fait pendant tellement d'années tout le travail avec la Fédération canadienne. J'ai travaillé 30 ans pour la Fédération canadienne pour bâtir tous les programmes d'enseignement, etc. Et puis là, ben, j'étais avec les juges et tout. Et là, j'étais prête à une autre partie de ma vie où là, je voulais juste donner des stages et être avec ma famille. Alors, on a déménagé au Texas pour être près de mon fiston. Et ma fille qui vient régulièrement en compétition au Texas ou en Oklahoma, etc., bien, finalement, on la voit régulièrement. Ta fille, elle a un centre équestre en Caroline du Nord. Oui, hein, elle a acheté le centre de son père. Oui. Ouais, parce que François, en 95, il a déménagé officiellement du Québec et il s'est installé en Caroline. Il a opéré pendant plusieurs années ce centre équestre-là. Et là, c'est ma fille qui a récupéré le centre et qui l'opère maintenant en reining et fait du reining et du ranch. Mais rassure-moi, Lynn, t'es toujours québécoise. Je suis toujours québécoise canadienne. Bon, toujours, va, toujours. Tes journées dans le Texas, c'est quoi alors du coup? Ben, c'est la famille, d'une part. Mais comme mon mari est vidéographe pour toutes les compétitions équestres. D'accord. Okay? Donc, il fait du walking co. Là, il est en train de... Il était à la compétition de walking co à Fort Worth. Il a quitté. Il est en allé sur un team roping de Cody Johnston, le chanteur country, qui est très team roping. Et puis là, il va être là une semaine, puis il retourne sur le walking co. Fait que lui, il voyage beaucoup comme ça, mais assez au Texas et Oklahoma, tu vois, Oklahoma, City, Tulsa, et on fait Vegas. Et bien, quand moi, je reviens chez moi après les stages, puis que lui, il est sur un concours, ben, je vais le rejoindre. D'accord. Donc, ma vie, elle est entre des bagages, des hôtels et la famille. Tu viens 4 mois en France à peu près, c'est ça, pour faire des stages? 4 mois. Et vous avez des chevaux chez vous ou ils sont en pension ailleurs? Non, moi, j'ai plus de chevaux parce que, en fait, je dis toujours, j'ai même pas de chien parce qu'il me reconnaîtrait pas. Il me laisserait même pas rentrer à la maison. Si. Donc, non, t'as plus de chevaux. Alors, non, parce que, mais en fait, j'en ai plus et j'en ai pas besoin. Parce que
toujours plus... ce que j'ai toujours aimé, moi, c'est de travailler avec des chevaux qui me sont présentés comme ça, que je découvre le cheval. Un nouveau cheval, un nouveau caractère, dépendant de l'âge, de l'orientation, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Fait que souvent, quand je vais chez mon garçon, ben, je lui donne un projet. Fait que, étant donné que lui, il entraîne des chevaux, puis il y a beaucoup de jeunes chevaux, etc., mais je fais beaucoup de travail à pied avec ces chevaux à lui. Et puis des fois, ben, c'est un cheval qui est d'un certain âge, et puis là, je veux monter pendant un mois, tu vois, là, je suis ici, là, etc., ou je suis là 2 semaines, alors ça, je travaille avec lui. Et quand je vais chez ma fille, ben, c'est la même chose, tu vois. Fait que mon bout à cheval, je le fais avec mes enfants. Et je le fais avec, je découvre toujours des nouveaux chevaux et des nouveaux objectifs, des challenges. Pour moi, c'est toujours un challenge de m'ajuster au cheval où je suis rendu et de l'amener à un certain niveau. Alors, de tous ces chevaux que tu as rencontrés, lequel t'as le plus marqué sur les... Allez, ça fait quoi, 40 ans que tu enseignes l'équitation? 45. Hein. Ouais, 45 ans? Ouais. Cette année, j'ai tourné 70, hein, donc... Oui? Ouais. Bah, félicitations. Ouais, fait que c'est un chiffre un peu plus... il marque un peu plus la vie. Ouais, ça marque un peu plus. Oui, mais physiquement, tu es toujours en pleine forme. Ouais, je suis très en forme. Ouais, ça va? Très en forme, ça va. Mais ça reste quand même que, tu vois, psychologiquement, même si un chiffre, ça t'accroche pas, ça fait partie quand même de... On s'approche que... Des chiffres que t'as pas envie d'entendre. Il en reste moins. Alors, quels sont les chevaux qui t'ont le plus marqué dans toutes ces années? Dans les années, c'est sûr que ma jument Vanessa va toujours rester ma jument parce que c'est elle qui m'a initiée aux compétitions, qui m'a emmenée à devenir ce que je suis devenue en tant que personne à cheval parce qu'elle était pas simple. C'est une jument très émotive. C'est toi qui l'as débourrée, du coup? Non, elle était débourrée. D'accord. Mais j'ai fait tout le reste, toi. Toutes les épreuves de compétition, elle n'avait jamais fait ça, donc c'est moi qui a montré toutes les épreuves. Et donc, de trail, de showmanship, de horsemanship et tout qu'on faisait à ce moment-là. Mais le trail, dans le temps, c'était le trail qu'on retrouve dans le ranch aujourd'hui. Le pleasure qu'on faisait dans le temps, c'est un peu le pleasure qu'on retrouve dans le ranch aujourd'hui. C'était des chevaux qui étaient un petit peu plus naturels, soit au niveau des allures, même dans le placé, etc. Donc, fait que cette jument-là, elle m'a marqué beaucoup parce qu'elle m'a obligée à plusieurs choses. Elle m'a obligée à... Moi, je suis une boule d'énergie. Je sais pas si tu sens un peu, tu vois. Ça se sent pas dans tes vidéos? Ça sent pas. Pas du tout. Tu restes toujours très zen. Ouais, mais j'ai travaillé fort. Ça a commencé avec elle. C'est elle qui m'a appris à devenir zen. Parce que c'est une jument explosive, peureuse. Elle était pas inquiète, elle était peureuse. J'ai fait plus de chutes avec elle que tous les débourrages de poulains que j'ai fait dans ma vie, tu vois. Elle réagissait très fort à tout, tu vois. Fait que, puis moi, je voulais faire des balades, elle avait peur. Combien de fois, je me suis retrouvée assise au sol en tenant ma reine, tu sais, puis qu'elle me regarde. Puis, donc, fait que elle m'a montré énormément à la comprendre, à m'ajuster à elle, à travailler selon qui elle était, sa personnalité, etc. Et c'est ça qui m'a aidé au départ à mettre des choses en place. Après, quand j'ai travaillé avec François, c'est un gars qui est très calme. Tous ceux qui connaissent François, ils savent que tu baisses d'énergie avec François, tu vois, parce que il est très zen, très calme. Donc, j'ai appris aussi, tu vois, que dans la vie, on réussit avec les chevaux quand on est sur une zone, une onde de calme. Et qu'on apprend à inspirer et respirer, tu vois, expirer, gérer nos énergies. Donc, et ça a commencé comme ça. Et après, ben j'ai eu après ça plein de chevaux de reining, de performance, tu vois, qui m'ont aidé à devenir un meilleur entraîneur. Mais pour te dire que un cheval qui m'a marqué plus que d'autres... C'est Vanessa, quoi. C'est Vanessa, oui. Et après, les autres, je les ai tous adorés comme j'adore les chevaux. Et chacun me permettait de devenir une meilleure entraîneur, une meilleure enseignante, une meilleure personne. Tu dis souvent, on ne monte pas sur un cheval, on monte avec un cheval. Est-ce que tu peux développer ça? Oui, parce qu'en fait, quand on est avec, on est en symbiose. Donc, on est dans le ressenti, on est dans les feelings. Et ça, c'est quelque chose qui est dur à enseigner.
c'est difficile d'enseigner aux gens d'avoir des feelings. On peut leur enseigner des techniques, comment faire des choses, etc. Mais de développer des sensations, des feelings, puis des fois même des petites réactions que tu vas avoir par feeling et non par réflexion. Je pense qu'à quelque part, ça, tu le développes si tu veux. Mais c'est important d'en venir à travailler avec le cheval pour justement le lire. Parce que quand on est sur un cheval, moi je dis on est passager. Et quand on est avec le cheval, on fait corps avec lui. On est complice, oui. Oui, on devient... Ouais. Et c'est d'ailleurs pourquoi toutes mes formations s'appellent complicité. Tes vidéos, t'appelles ça, oui. À ton avis, quelle est l'erreur la plus fréquente que font les jeunes cavaliers, justement, dans leur lien au cheval? Jeune cavalier ou cavalier en général? Eh bien, les deux. Moi, je pense que c'est cavalier en général. Cavalier en général, ouais. Parce que je pense pas que c'est des jeunes cavaliers. Quand je dis jeune, je veux dire nouveau, quoi. Oui, nouveau, ouais, mais je pense qu'à quelque part, ça peut se répercuter même avec des gens avec plus d'expérience. Okay. Tu as deux catégories. Tu as ceux qui font rien parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Ouais. Puis tu en as d'autres que ils font, mais en obligeant le cheval à faire au lieu de travailler à l'amener à faire. OK? Donc, tu as ces deux catégories-là. Et moi, j'essaie de faire un centre avec ça, c'est-à-dire que, donc, si tu plonges pas, que tu fais pas des essais, tu peux pas apprendre. Tu peux pas apprendre. Et tu peux pas apprendre, mais tu peux pas après enseigner. Donc, fait qu'il faut se mettre dans le bain. Donc, souvent, les gens, soit qui osent pas ou qui osent trop. C'est un des deux. Mais l'élément peut-être que je dirais le plus quand les gens s'assoient à cheval, c'est de permettre au cheval d'assimiler ce qu'ils viennent de leur enseigner. Les gens sont trop dans le faire. On enchaîne, on fait, tu vois, ils sont assis pendant 1 heure, et pendant 1 heure, ils font des choses, tu vois. Et quand c'est pas une chose, ils arrêtent, et c'est l'autre chose, et puis on marche, on trotte, on galope, on fait une manœuvre, etc. Et il n'y a aucune pause pour laisser le cheval s'imprégner de ce qu'on vient de faire. Et laisser aussi baisser un peu l'énergie, la tension, le stress, parce que, veux pas, on les met en stress, les chevaux, quand on leur montre des choses nouvelles, on met des pressions, etc. Donc, le cheval cherche la réponse. Et puis, si on lui donne pas une pause pour laisser justement comprendre que qu'est-ce qu'il vient de faire, c'est la bonne chose, ou il s'approche de la bonne chose. C'est là souvent qu'on a des chevaux problèmes, des chevaux qui ruent, des chevaux qui se cabrent, des chevaux qui se défendent, ou des chevaux qui, au contraire, ils se figent. Tu vois, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Ils ont dit, je dois le faire, mais pour acheter la paix d'une certaine façon. Tu vois, c'est leur survie. Eux, ils se sont mis en survie de cette façon-là. Parce qu'on sait, le cheval, là, il fuit, il se fige ou il se bat, hein, il fight. Donc, fait que tu as ces 3 éléments-là. Et moi, je dis, quand tu rentres dans un de ces 3-là, c'est qu'à quelque part, t'as pas compris ton cheval, tu l'as pas écouté, t'as juste fait les choses, mais t'as pas appris à être avec lui puis à le comprendre. Je suppose que tu conseilles à quelqu'un, quand le cheval finalement réussit quelque chose que tu lui as demandé de faire, vaut mieux s'arrêter là-dessus, non? C'est ça? Il peut s'arrêter et passer à d'autres choses qu'il connaît, quelque chose de plus facile. Mais une vraie pause, où on ne demande plus rien, tu sais, pendant 15, 20, 30, 40 secondes. Toi, je dis dans ce temps-là, relaxez, prenez des grandes expirations, inspiration, expiration, détendez-vous, laissez le cheval, toi, qui expire avant de repartir sur d'autres choses. Je me demande si la spécificité de l'équitation western, c'est pas que justement, en réalité, on apprend au cheval à être le plus autonome possible, c'est-à-dire à se diriger avec le moins d'aide possible. Le moment où le cheval apprend le plus, c'est pas celui où on tire sur les morts, mais au contraire, au moment où on les relâche. Est-ce que ça imprègne pas toute la culture western, en fait? Absolument. Parce qu'en fait, tous les entraîneurs qui travaillent dans cette philosophie disent la même chose. Le cheval apprend dans le relâchement. Ça fait que c'est une phrase qu'on entend régulièrement, mais qu'il faut comprendre aussi l'importance de ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que le cheval, on le récompense sur un effort, on le récompense sur quelque chose qui fait dans le sens de ce qu'on recherche, ce qu'on veut lui enseigner, ce qu'on veut éduquer. Il y a une notion d'éducation, puis il y a une notion aussi de laisser le cheval faire les choses, trouver la solution, trouver la réponse. Quand on dit « je te pose une question », trouve la réponse, mais le cheval, c'est ça.
C'est que quand, exemple, je lui demande quelque chose, exemple, je veux reculer. Bon, ben, je prends un contact, je m'assois, je me détends, je ferme mes doigts sur mes reins, j'ai un très léger contact et j'attends. Il peut pas aller en avant, il peut pas aller à droite, il peut pas aller à gauche. Moi, mes aides sont là. Donc, quand il trouve la réponse puis qu'il recule d'un pas, je le récompense. Donc, je relâche. Je relâche. Parce que je lui dis qu'il fait la bonne chose. Puis je referme mes doigts et je lui en demande un deuxième et je relâche. Et quand j'ai une réponse, le chiffre 3 est assez un chiffre magique. Quand tu as une petite répétition de 3 fois avec 3 récompenses, ça installe un peu la manœuvre, les éléments. Donc le cheval, il apprend de cette façon-là. Alors que quand tu me posais la question, exemple, qu'est-ce que des fois les cavaliers font et les erreurs qu'ils font, bien, ça serait de forcer le cheval à reculer. De prendre contact puis de l'obliger à reculer. Ici, il ne trouve pas la récompense tout de suite. Il ne peut pas assimiler qu'il a fait la bonne chose, toi, par lui-même. Et le cheval, il apprend par le fait qu'on dit qu'il relâche, mais en fait, c'est que le cheval, lui, sa plus belle récompense, la plus grande récompense que tu peux faire à un cheval, c'est d'enlever de la pression. Qu'elle soit avec ta jambe, avec ton énergie, avec tes mains. Peu importe la pression que tu mets sur ton cheval, au moment où le cheval, tu l'enlèves cette pression-là parce qu'il a trouvé la bonne réponse, pour lui, c'est le cadeau ultime, tu vois. Alors que souvent, les gens vont penser que c'est la gratouille, tu vois, mais ça, en fait, c'est du surplus, c'est du plus. Le plus important, c'est le relâchement. Le relâchement de la pression. Ouais. Et le fait de répéter, puis de relâcher, répéter, relâcher, répéter, relâcher. Puis après, le cheval, tu fermes tes doigts, puis il dit, et quand je pars en arrière, j'ai une récompense. Fait que de lui-même, souvent, il va te donner 2-3 pas par lui-même, tu vois, parce qu'il va s'attendre à la récompense, et là, tu vas le récompenser. Tu vas sentir l'énergie qui s'en va en arrière. Et quand après le cheval t'a répété plusieurs fois que tu l'as récompensé souvent, bien après le cheval, il devient patient sur la récompense. Il sait qu'elle va arriver. Mais si tu lui as jamais montré qu'elle existait, il ne sait pas. Okay? Et là, tu le forces. Tu formes autant des cavaliers que des enseignants. Tu nous expliquais tout à l'heure que tu avais même réfléchi à la façon d'apprendre aux gens à enseigner. C'est quoi la qualité d'un pédagogue pour toi? Ben, en fait, ça aussi, c'est une chose qui est difficile à enseigner. C'est comme le feeling, tu vois, la communication. Tu as des gens qui l'ont, puis il y a des gens qui l'ont moins, tu vois. Tu peux leur enseigner une technique d'enseignement, comment enseigner, etc. Enseigner, commencer avec le pourquoi, après ça, le comment, après ça, de faire une démonstration, démontrer qu'il y a la technique, etc. Après ça, faire pratiquer. Bon, tu as une structure d'enseignement. La structure, elle est super importante. Tu n'enseignes pas comme ça, à droite, à gauche. Il y a une structure quand on enseigne. Mais après, il faut être capable de transmettre ça à l'humain qui est en face de nous. Donc, et la personne qui est en face de nous, ben, chaque personne a sa personnalité. Tu as des gens qui sont visuels, tu as des auditifs, tu as des kinesthésiques, tu as des gens, tu leur enseignes, ils te regardent pas, tu vois, tu te dis, ben là, il m'écoute pas, mais non, il t'écoute parce qu'il est auditif, tu vois. Donc, il faut quand même avoir aussi cette connaissance-là au niveau de l'enseignement, mais il faut aussi être capable de s'ajuster continuellement, parce que tu vois, tu as peut-être un plan, mais en fait, le plan, ça fonctionne pas. On est peut-être trop tôt, trop rapide, on se réajuste. Tu vois. Dans l'enseignement, tu veux aller à quelque part avec une personne, puis t'as l'approche, puis des fois le retrait, tu vois, pour reprendre des bases et puis ramener la personne. Fait qu'il faut avoir plusieurs qualités. Je pense qu'il faut être communicateur, déjà, d'une part. Il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer l'humain. Si t'aimes pas l'humain, t'es mal parti. Parce que tu peux pas juste aimer les chevaux. Il faut que t'aimes l'humain qui va travailler les chevaux. Il faut que tu sois patient. Moi, je suis extrêmement patiente. Les gens disent, mon Dieu, que t'es patiente. Mais en fait, je suis patiente parce que je sais que je vais réussir. La seule chose que je sais pas, c'est quand. Mais c'est pas grave. Mais rassure-moi, ça t'est déjà arrivé de perdre patience quand même, parce que c'est vrai que je vais te dire un truc. Moi, quand je regarde souvent des vidéos de formation, alors que ce soit toi ou d'autres coachs, à chaque fois je me dis, mais eux, quand ils font sur la vidéo, ils y arrivent, mais moi, quand je suis chez moi et que ça marche pas, au bout d'un moment, je m'énerve. Mais ça vous arrive de vous énerver aussi à vous, non? En fait, c'est pas de l'énervement. C'est tout simplement... en fait, l'énervement vient avec quand tu atteins ton seuil de connaissance. La frustration. C'est que tu sais plus quoi faire. C'est ça. Ouais. Tu sais plus quoi faire. Plus t'as appris avec les années, plus t'as d'outils dans ton sac à outils, etc.,
plus tu sais que là, ça fonctionne pas. Donc, si ça fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne pas? Là, tu fais de l'analyse, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il comprend pas? Pourquoi c'est difficile pour lui? Qu'est-ce qui est l'élément qu'il comprend pas? Et là, je vais aller dans ma boîte à outils, puis je vais aller avec quelque chose de plus facile pour rebâtir sa confiance sur qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Je reviens en arrière. Exemple. Donner juste un exemple très simple. Personne veut faire un pas de côté avec le cheval. Side pass, ça veut faire un pas de côté. Met sa jambe, le cheval va contre la jambe, il dit non. Premier réflexe de la personne, hey, go, vas-y, tu vois, puis on vient plus sec, on vient plus fort, puis on dit go. En fait, peut-être que le cheval, il va se déplacer 2-3 pas parce qu'il y a eu une punition, tu vois, parce que ça a été assez intense. Puis là, il a dit, OK, je vais y aller. Pas parce qu'il a dit oui dans sa tête. OK? Il a dit oui dans son corps, mais pas dans sa tête. Dans sa tête, il est encore... Non, là, il dit juste, je me sauve pour que ça cesse. OK? Moi, je vais plutôt dire, OK, tu réponds pas à ma jambe. OK? Ça veut dire que j'irai pas vers le pas de côté parce que j'ai pas une réponse à ma jambe. Le problème, c'est ma jambe. C'est pas la manœuvre, c'est ma jambe. Quel est l'exercice que je peux faire avec ma jambe, que je sais que je vais gagner, que je sais que mon cheval y connaît, puis que ça va être facile pour lui? Bien, c'est de faire bouger les hanches. Donc, je vais mettre ma jambe, puis je vais juste faire chasser les hanches. Il répond pas. Il trouve ça difficile, il va encore un peu contre ma jambe. Je sais que j'ai mes flexions. Donc, je vais mettre ma flexion, comme avec les poulains, quand on les commence. On fait une perte d'équilibre. On plie, puis on met la jambe, puis on déséquilibre. Et là, je récompense sur l'effort. Tu vois comment j'ai rétrogradé jusqu'à temps d'avoir la réponse à ma jambe. Le cheval recomprend ma jambe, OK? Il bouge parce que ma jambe gauche est associée au postérieur gauche. Il a compris. Je peux le remettre un peu plus droit. OK, il bouge les hanches. Parfait. Maintenant, je remets mon cheval, je pars dans mon pas de côté. C'est comme ça ma philosophie de travail. Est-ce que tu as des souvenirs de challenges que des chevaux t'ont posés? Ouais. Particuliers? Ouais. Le plus difficile pour moi, les chevaux les plus difficiles pour moi à travailler, c'est les chevaux qui manquent de jus, tu vois, les lymphatiques. Tu as des chevaux qui sont paresseux, mous, qui... un peu je m'en foutisse, tu vois, rien les dérange. Ils sont comme ça, tu vois, tu les bouges. Ah oui, il faut que je bouge, là. Tu vois, il manque une petite étincelle, tu vois. C'est ceux que j'ai eu le plus de challenge à travailler. Ouais. Parce qu'en fait, il fallait que je les sensibilise. Tu vois. Et ça, pour les sensibiliser, il faut que tu retravailles tout morceau par morceau. Tu bouges, OK, je te récompense, on bâtit. Mais tu as des chevaux que tu fais ça, puis le lendemain, tu recommences à zéro. Tu vois, c'est long, tu vois, avant le processus. Et puis, je pense que psychologiquement, ils ont un problème. Tu vois. Moi, je me suis mis... J'ai jamais fait la recherche scientifique de ça, mais je pense qu'il y a des chevaux à un certain niveau qui ont un minimum, tu vois, au niveau de mental. Est-ce que tout cheval peut devenir un cheval de selle? Je pense que oui. Oui. Je pense que oui. Après, c'est la conformation, hein. C'est leurs origines, tu vois, au départ, pourquoi ils ont été créés, pourquoi ils existent. Parce que, tu vois, moi, j'ai eu un élève, je te jure, elle montait un Clyde. OK? C'est pas un petit cheval, là. Eh bien, on l'a emmené à faire du showmanship, du horsemanship, du trail. Il reculait dans 70 cm. Il se croisait les pieds pour pas toucher les barres. Le gros Clyde. C'est pour dire que, ouais. En fait, la seule chose qu'on ne faisait pas faire, c'est le pleasure, parce que quand il galopait avec les autres, il faisait peur aux autres. La résonance sur le sol, ouais. Même si elle restait un peu à l'intérieur, il allait pas vite, mais il cognait tellement le sol que les autres chevaux, ça les inquiétait. Mais non, je pense que n'importe quel cheval, il peut... Après, bon, un trotteur, il n'est pas un galopeur, tu vois. Ouais. Ou les ambleurs, c'est difficile de les mettre galopeurs, tu vois, éventuellement. Mais tout se fait. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà passé un ambleur, parce qu'on a beaucoup d'ambleurs au Québec. Des chevaux qui amblent, ben, c'est pas des galopeurs, hein, parce qu'ils n'ont pas de diagonale. Donc, mais ils peuvent éventuellement finir par trotter. Donc, on les emmenait à trotter, puis on est capable de les galoper. Mais c'est un processus qui était long. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas un cheval qui ne peut pas le faire. Il faut juste être patient, puis savoir pourquoi on le fait.
Tu sais, moi, je vois des chevaux, tu vois, dans le Mountain Trail aujourd'hui, cette épreuve-là, elle est géniale. Ben, t'as toutes les races de chevaux possibles et inimaginables. Ici, en Europe, c'est encore plus marqué que chez nous. Tu vois, chez nous, t'as plus de quarter horse, de peintes, tu sais, mais de chevaux de selle qui sont originairement, tu vois, de selle. Mais ici, moi, c'est pour ça que je travaille avec tellement de sortes de types de chevaux que on peut tout faire, mais il faut juste être patient sur certaines choses parce qu'ils n'ont pas les habilités ou les exigences. On va changer un peu nos exigences, mais non, ils peuvent tout. Alors, depuis ces 45 ans que tu observes, que tu participes à la culture western et que tu l'observes, comment tu la vois évoluer? En fait, moi, je trouve que... Moi, je suis très positive. Hein? C'est bien. Je vois toujours... Ça me va. Ouais, moi, je vois toujours le verre, tu vois, qui va se remplir, tu vois, parce que je me dis, à quelque part, ça fonctionne, en fait, avec les gens qui s'impliquent. Ça fonctionne avec les gens qui y croient. Ça fonctionne avec les gens qui sont positifs. Et je pense que quelque chose va se développer. Comme je te disais, moi, ici, je serais comme un poisson dans l'eau parce que, en fait, tout à fait, hein. Il y a tellement de gens qui savent pas. Ouais. Ben oui. Alors que ici, quand je parle avec des gens, ils sont plutôt sur un principe de dire que ils sont plus dans le négatif, toi. Puis j'en ai un qui s'est installé à côté de chez nous, puis j'ai de la compétition. Ben non, t'as pas de la compétition. Si lui en parle, puis toi t'en parles, on va en emmener plus de monde, tu vois. Fait que c'est au contraire. Puis moi, quand j'ai formé des instructeurs et tout ça, il y a des gens qui me disent, même au Québec, ouais, mais là, tu vas avoir de la compétition. Ben non, parce que eux, ils vont toucher des gens que moi, je toucherai jamais. Parce que eux, dans leur patelin, dans leur coin, dans leurs affaires, ils ont le temps, ils vont aller chercher, puis ils vont m'emmener des gens, eux, parce qu'ils vont arriver à un niveau qu'ils pourront plus s'en occuper, puis ils vont me les transférer, tu vois. Fait que je vois pas ça comme de la compétition, au contraire, tu vois. Fait que il faut apprendre à un moment donné. Parce qu'hier, on en a eu une discussion justement là-dessus. Je disais, moi, quand j'étais chez moi à Saint-Hyacinthe, puis que je voulais faire connaître l'équitation western, okay, et je voulais avoir des gens dans le jour aussi. C'était toujours mon principe parce qu'on enseignait beaucoup le soir. Ben moi, je suis allée dans le centre d'âge d'or, des personnes de 50 ans et plus, à Saint-Hyacinthe. Comment tu dis? L'âge d'or. Ça s'appelait l'âge d'or. D'accord. Donc, je suis allée là. Je suis allée leur présenter la possibilité de monter à cheval et que je prendrais des groupes de 4 puis qu'ils pourraient monter une demi-heure, soit 15 minutes, 2 à pied, 2 à cheval, puis ils s'alternent. Et puis, j'avais un petit clubhouse avec le café et tout, puis ils pouvaient venir regarder. Fait qu'ils faisaient leur social et puis... Ah ben, écoute, je me suis rempli mes après-midi. Eux, ils avaient du plaisir. Moi, j'avais du plaisir parce que la seule obligation, c'était qu'ils se fassent plaisir, puis moi, je leur faisais plaisir. Donc, il y en a là-dedans, ils n'ont jamais galopé un cheval de leur vie. C'était pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient juste s'asseoir, puis je leur faisais faire plein de jeux, plein de choses, etc. Donc, moi, ils sont pas venus cogner à ma porte. C'est moi qui est allé les chercher. Oui. L'école vétérinaire à Saint-Hyacinthe était juste à côté de chez nous. Et là, je me disais, eux, ils vont être vétérinaires. Ils connaissent même pas ça, un cheval. Tu vois? Fait que moi, je suis allée rencontrer des jeunes, tu vois, puis je disais, toi, t'aimes ça, les chevaux? Ouais, parfait. Mais non, je disais, si tu te trouves 3 personnes avec toi, je te donne tes 10 heures de cours gratuits. Ah ben, il était content, là. Fait que lui, il me ramenait 3 personnes. Fait que moi, le matin, à 7h30, j'étais en carrière à donner des cours parce que les autres commençaient à 9h. Fait qu'ils venaient prendre leur cours d'équitation, puis après, ils allaient à l'école. Fait qu'ils ont appris à connaître le cheval, à comment le toucher, le bouger, etc. Fait qu'au moins, quand ils ont commencé dans les grands animaux, avec les chevaux, ils avaient déjà touché un cheval dans leur vie. Mais ils sont pas venus cogner à ma porte. Fait que des fois, c'était comme ça toute ma vie. La raison pour laquelle il y a une évolution, c'est qu'il s'est mis des disciplines qui ont sorti les gens de chez eux, comme le Mountain Trail. Parce que ça se fait beaucoup dans les différents petits centres équestres. Les gens se sont créés un Mountain Trail, tu vois, puis ils font des petits après-midi de compétition, etc. Fait qu'ils emmènent des gens qui étaient chez eux dans leurs cours, et puis les gens prennent des cours, et puis ils se forment, puis ils veulent faire les obstacles. Et donc, pour moi, c'est un plus. C'est ce qui vulgarise le plus le western, tu penses, le Mountain Trail? Le Mountain Trail, et puis parce que c'est fait sans être chronométré, c'est fait relax, t'as les épreuves à pied.
Après, t'as des bons endroits et des moins bons endroits, c'est comme partout, tu vois. Mais il reste quand même que pour moi, c'est une des disciplines qui permet vraiment à n'importe qui, de pouvoir s'amuser, tu vois, avec le cheval, puis de développer d'autres... le ranch aussi. De plus en plus, dans certaines régions, il a commencé à avoir des petites compétitions de ranch, seulement de ranch. Donc, les gens, il y a 4 épreuves maintenant en ranch. Il y a le ranch riding, il y a le ranch trail, il y a le ranch reining et il y a le ranch rail. C'est comme une plaisance, toi, sur la piste. Donc, les gens peuvent se faire plaisir avec les épreuves de ranch. Ensuite, aussi, ce qui s'est développé beaucoup, dans une peut-être plus spécialisée, c'est les épreuves en main, comme le trail in hand, toi, pour les jeunes chevaux, le lunge line, toi, des épreuves de longe, etc., sur les allures du cheval. Bien, ça permet à des gens d'entrer dans un monde de compétition avec leurs jeunes chevaux et puis d'apprivoiser la compétition. Ensuite, dans les épreuves, exemple, j'ai un ami, Nicolas Doucet, qui est dans le Beaujolais, sur une cime, tu vois, une petite fermette là-bas, un beau ranch. Bien, il organise plein de compétitions de cattle drive, avec le bétail, d'apprendre à travailler avec le bétail et tout. Plein de mes élèves maintenant qui font du bétail et qui vont chez Nicolas, qui vont se faire des petits week-ends. Et puis, il y a une petite compétition où il faut que tu emmènes le troupeau, tu le fais bouger pour l'emmener d'une place à une autre place. Puis c'est jugé sur 3 personnes avec du horsemanship et tout. Mais c'est génial! C'est tous ces gens-là, tu vois, qui pour moi amènent une énergie et qui fait que quand les gens font de l'équitation western, ben ils disent tout ce que j'apprends, toute la technique que j'apprends, elle m'amène où? Elle m'amène là. Elle m'emmène sur toutes ces épreuves-là parce que j'ai du contrôle sur mon cheval, parce qu'il est éduqué, dans le sens qu'il me fait confiance, on a établi une belle relation, etc. Fait que je suis capable de l'amener dans des éléments un peu plus complexes, un petit peu plus demandants, plus exigeants, qui va travailler sa confiance et puis sa façon de bouger, etc. Donc, fait que je trouve ça... Si les gens continuent à développer dans ce sens-là, l'équitation western ici, elle est dans le bon sens. Ouais, elle est vraiment dans le bon sens. Alors, tu as développé des liens particuliers avec la France, puisque ça fait quand même quelques années que tu fais ça. 25 ans. Qu'est-ce qui fait que tu reviens en France? Parce qu'ils me rappellent. Parce qu'ils te font venir. Parce qu'ils me rappellent. D'accord. On va bientôt recevoir Pascal Valentin, que tu connais bien, puisque sûr. tu fais souvent des stages dans son ranch en Normandie. Ça fait presque une quinzaine d'années que je vais chez Pascal. Bon, alors, mais en dehors de l'équitation, qu'est-ce qui te fait revenir en France? La bonne nourriture. Le Beaujolais, c'est ça? La bonne nourriture, surtout. La bonne nourriture. La bonne nourriture. Non, mais c'est vraiment... J'ai créé des amitiés au fil des années, des gens avec que j'apprécie. Et puis, il y a plein de nouvelles personnes qui se greffent aussi à ces gens-là. Juste le stage que je viens de faire, j'ai des gens, la famille Gébus, René et Patricia, ils partent de Strasbourg pour venir faire le stage ici 2 fois par année, puis ils viennent faire les stages de Luc, etc. Mais ces gens-là, je les connais depuis même quelques années, tu vois. J'allais, moi, en Alsace à ce moment-là, et puis, fait que j'ai créé des amitiés, tu vois, des amitiés, et les gens viennent, mais avec d'autres chevaux, tu vois. Ils ont commencé avec un cheval, après ça, bon, le cheval de ta retraite, ils en ont pris un deuxième, etc. Et puis, fait que déjà, c'est le lien d'amitié que j'ai créé avec les gens. Si tu devais résumer ton message à un cavalier en une seule phrase, ce serait quoi? Ben, en fait, il y a tellement de choses, mais la première, ce serait de prendre son temps puis de respecter le cheval. Ça, c'est pour moi l'essence même de notre équitation, c'est le respect du cheval. Si le cheval, tu l'utilises comme un outil, ben pour moi, il n'est pas respecté dans son être, dans qui il est. Okay? C'est un partenaire. Donc, fait que pour moi, il faut que le cheval il soit pris comme un partenaire. Et que toi, tu deviennes son leader, parce que beaucoup de gens interprètent mal le mot leadership. Et d'ailleurs, hier, j'avais un Zoom avec 20 de mes élèves, parce que je fais un accompagnement pendant 6 mois avec 20 personnes, que j'ai créé ça cet été. Tu vois, j'ai fait 5 jours de challenge. Je leur ai présenté mon programme et puis j'ai 20 personnes qui ont adhéré. Je ne voulais pas en prendre plus que 20. Et je vais les aider personnellement à l'intérieur du groupe à développer justement cette communication-là puis ce partenariat-là avec leur cheval, autant à pied qu'à cheval. Et c'est super important que le leadership,
c'est mal perçu dans le sens que c'est pas dominant. Hein. Un leader, c'est pas un dominant. Un leader, c'est un guide. C'est un guide, exactement. Et j'entends souvent dire, faut pas que tu sois un leader. Non, il faut que tu sois un leader. Le leader, c'est un guide, OK? Et un guide, il peut être partenaire. Parce que moi, j'appelle ça un leader partenaire. Tu vois? Et il devient un leader partenaire pour ton cheval. Alors, je vois le temps qui tourne, tu vois. On pourrait parler encore longtemps. Je pourrais parler encore longtemps, mais je suis obligé de te faire passer par le questionnaire de Jolly Jumper. Tu sais, c'est un petit questionnaire que je propose à mes invités à la fin de chaque épisode, qui est inspiré un peu du questionnaire de Proust, mais adapté à l'équitation et qui nous permet parfois de mieux connaître nos invités. Alors, est-ce que tu es prête pour le questionnaire de Jolly? Allez, go! Bon. Le questionnaire de Jolly Jumper. Ton mot préféré du vocabulaire western? Respect. Ton cheval de fiction préféré? Mon Dieu. Moi, c'était Fury quand j'étais petite. Fury? Ouais. Alors, dis-moi qui était Fury. Fury, c'était un jeune garçon qui vivait sur une ferme et puis je pense qu'il y avait un étalon qui était blessé puis il a réussi à l'approcher puis à le sauver, mais c'est un étalon sauvage. C'est loin là, dans mes souvenirs, mais en fait, je me souviens de toujours parce qu'il s'est installé sur un rocher. Puis là, il appelait Fury. C'était le début de l'émission, toi. C'était une émission. Puis là, il appelait Fury. Toi. C'était un peu comme La Belle et la Bête, toi. Mais c'était avec un cheval. Le bruit ou le son que tu aimes le plus quand tu es dans l'univers des chevaux? Quand le cheval expire. Parce qu'il me dit qu'il est bien. Qu'il est bien. Ouais. Qu'il est paisible. Ouais. Et le bruit que tu détestes? Quand il se met à renâcler. Parce que là, je sens qu'il est en stress. Ton odeur favorite autour des chevaux ou à la campagne? Ouais, c'est sûr que la nature, ça sent bon en nature. J'aime bien les fleurs et tout. Je peux pas dire j'aime le fumier, là. Non, mais tu sais, j'ai beaucoup d'invités qui me disent qu'ils aiment l'odeur de la sueur des chevaux, de la transpiration des chevaux, tu vois. Donc, c'est fou, hein, parce que j'amène tellement rarement mes chevaux en sueur que... C'est vrai? Oui. Comment tu fais? Ben, parce que je leur donne beaucoup de pauses. Ouais. Que je les galope pas pendant 2 heures, tu sais. Mais ça suit plus vite que ça, un cheval, non? Pas nécessairement. Ah ouais? Faut qu'il soit à plein été à 40 degrés, là. Oui, mais tu sais, nous, Ouais. on se paye des canicules de fou, nous. Hein. Ouais, c'est rien. Moi, je vis ça 4 mois. Vous autres, vous avez ça 2 semaines. Nous autres, on a ça 4 mois. Oui, c'est vrai. À chaque fois, j'oublie ouais. que tu es au Texas, Ben tu oui, es au Québec. il fait encore 35 degrés chez nous, là. Ouais. Bon, ils transpirent là-bas quand même, non? Oui, mais l'été, oui, ils vont transpirer, mais ça sent pas vraiment. Non, Ouais. non j'ai pas vraiment porté l'attention là-dessus. Mais en fait, les senteurs, moi, c'est les senteurs qui me viennent de toi, des effluves de la nature. Quand t'es dans un environnement avec les chevaux, t'es dans la nature. Donc, automatiquement, moi, c'est l'herbe, tu vois, l'herbe que ça sent, là, surtout quand c'est frais coupé. C'est plus ces senteurs-là. La nature. Ouais, plus la nature que le cheval en soi. Tu le sens plus, de toute façon? Non, je le sens. C'est ça, mais c'est fou, mais c'est probablement ça, je le sens plus. Il va falloir que je me remette à le sentir. Tu m'as fait... Non. Ouais, il va falloir que je me remette, tu vois. Tu sais, c'est comme quand on porte le même parfum pendant Bien sûr, longtemps, on le sent plus, il faut changer de parfum de temps Ouais, en temps. c'est ça. Donc, il va falloir que tu dresses des vaches pendant quelques temps. On a des vaches, je suis entourée chez nous de vaches. Avec des vaches, j'en ai partout. J'ai des longhorns juste à côté de chez nous. Le cow-boy ou la cowgirl que tu admires le plus? C'est... En fait, moi, c'est ma famille. C'est ta famille? Ouais, c'est ça. Ouais. Ta fille et ton fils. Ouais. Bah, c'est super. Ouais, c'est ça. Oui, c'est la plus belle réponse qui soit, non? Ouais. Bon. Si tu étais un cheval, tu serais de quelle race et de quelle robe? Ben, Quadros, ça, c'est sûr, parce que je trouve que c'est un cheval courageux, qui a une belle énergie, etc. De conformation, ça me plaît, tu vois, c'est pas trop grand, pas trop petit. Bon, quoi qu'il y en a beaucoup de différentes grandeurs, mais ça reste quand même assez général. Et la couleur, j'aime beaucoup, beaucoup le Palomino Gold. Tu vois, le gold avec le crin blanc, là, tu vois, c'est une couleur que j'aime énormément. Je peux pas m'empêcher, quand tu parles des crins, de me souvenir de la vidéo que j'ai vue de toi où tu nous expliquais comment bien brosser la queue et le crin de nos chevaux. Oui, et il faut depuis, tellement faire attention. Et ben, je vais te dire, depuis, à chaque fois que je le fais, je pense à toi. Je me dis, alors, faut que je fasse comme dit Lynn, faut que je commence en bas. En bas, c'est ça. Voilà, et que je remonte progressivement. C'est ça. Ben, en fait, c'est leur beauté, c'est leur crin, tu vois, de leur faire attention. Tu vois, oui. Pour toi, qu'est-ce que c'est la liberté? C'est de choisir.
Et enfin, si tu devais conseiller à nos auditeurs un seul livre, ou un seul film, ou une seule série. Dans les livres... Écoute, c'est sûr que le livre Le chuchoteur sur le Monty Roberts, le livre qui a fait le film, en fait, tu vois, ça m'a ouvert... mettons, l'esprit sur d'autres choses. Parce que j'étais jeune à ce moment-là, tu vois, j'étais dans une... J'étais jeune, oui, j'étais plus jeune, mais dans le sens... j'étais en recherche d'une meilleure connexion avec le cheval, d'avoir quelque chose de différent, tu vois, parce que j'étais très axée compétition. Et je me disais, on peut faire sûrement les choses avec encore plus, tu vois, de finesse, dans le sens, pas d'entraînement, mais de compréhension du cheval, de moins forcer les choses, d'être plus dans l'harmonie avec le cheval et tout. Et ça, j'étais dans mes 30 ans, tu vois, 30 ans, début 40 ans. Et là, je me tournais vers... j'avais plein de questionnements parce que, étant donné que j'avais appris beaucoup comme technicienne, éducation, etc., mais je me disais sûrement tout ça. Et puis là, il est arrivé le fameux, tu sais, Parelli, mais qui a mis des mots sur des choses qui existaient déjà. Le fameux film avec Robert Redford, ça m'avait touché sur plein des éléments parce que ça apportait une nuance un petit peu différente, tu vois, dans le... Et après, j'ai lu beaucoup sur la philosophie de Monty Roberts, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a quand même des très belles choses à l'intérieur de son programme et il a rescapé des chevaux, mais... et puis, j'ai des gens qui sont allés, qui ont vécu avec lui, qui ont travaillé avec lui. C'est vraiment un très bon monsieur, tu vois. Fait que c'est quelqu'un qui m'a touché au départ, tu vois. Alors, je mettrai dans les notes de l'épisode sur notre site internet chevalwestern.fr les références du livre de Monty Roberts. Mais je mettrai aussi les références du manuel d'équitation western, qui est un bouquin que tu as écrit et publié il y a 15 ans à peu près, je crois, chez Actes Sud, que j'ai lu évidemment. Alors, raconte-nous l'histoire de ce livre, Lynn. En fait, c'est venu du fait comme... moi, j'avais l'idée d'écrire un livre et puis je l'avais jeté un peu dans l'univers. J'avais dit, je vais rencontrer un jour une personne qui va m'amener vers mon objectif. Et puis, ça s'est fait quand je suis arrivée en France. J'ai rencontré Louisina qui travaillait pour Actes Sud et puis je lui en ai parlé. On discutait comme ça. Elle dit, t'as pas pensé à écrire un livre? Oui, justement. Mais j'ai besoin d'encadrement parce que, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je dois faire. Elle dit, moi, je vais faire ça pour toi et on va écrire ensemble. Et c'est comme ça que ça s'est établi. Et puis, les photos ont toutes été faites par mon mari, parce que mon mari est aussi photographe. Oui. J'ai travaillé très fort pour bâtir quelque chose. En fait, je voulais quelque chose d'intemporel. Je voulais quelque chose que les gens puissent se référer en tout temps. S'ils veulent savoir comment faire un pivot antérieur, ils ont tout le cheminement. Ils veulent faire telle chose. C'est un livre technique et qui est progressif et puis qui parle de la philosophie, il y a quand même ma philosophie de comment j'aborde le cheval. Et j'ai la préface aussi de Luc. C'est Luc qui m'a fait la préface et j'étais très, très honorée qu'il la fasse. En tout cas, je recommande ton livre à nos auditeurs. Pour moi, c'est les deux. Voilà, il fait partie des deux ouvrages un peu de référence quand on veut s'intéresser à l'équitation western en France. Il y a celui-là et puis il y a Galop Western 1 à 4. Un livre qui a été écrit par 4 cavaliers que tu as formés quasiment. Ouais, 2 que j'ai vraiment formés. au moins deux d'entre eux et que je vais bien sûr recevoir un jour ou l'autre dans notre podcast. C'est un livre qui est très beau avec de belles photos. Chez Actes Sud, on mettra les références sur notre site internet. Un immense merci, Lynn, de ton accueil et de tout le temps que tu m'as consacré. Et puis j'espère qu'on se reverra. Peut-être chez Pascal Valentin, un jour, je viendrai à un de tes stages. Ça serait pas plaisant. Parce que j'ai du travail à faire avec mon cheval et je pense que tu vas m'aider. On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un et puis et d'évoluer. Et puis, en fait, toute notre vie, on est dans une recherche de bien-être pour l'animal et pour nous. Donc, c'est sûr. C'est ma mission. Donc, je la maintiens. Je te remercie beaucoup d'être venu et puis d'avoir fait cette interview. Ça me fait vraiment plaisir. Bonne fin de voyage en France, alors. Merci. À bientôt. Merci.
Nous arrivons au terme de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous donnera envie de découvrir mes prochains invités. Vous trouverez des notes et les références des différentes œuvres citées dans cet épisode sur l'article qui lui est consacré sur notre site internet cheval-western.fr. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire, que ce soit sur Spotify, Deezer, Amazon Music ou Apple Podcast. C'est important pour moi, cela vous prend 1 minute à peine et c'est le meilleur moyen de nous soutenir et d'aider d'autres passionnés à nous découvrir. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos épisodes sur la chaîne YouTube de notre partenaire France Western, que je remercie au passage. Et puis, comme dans un ranch, tout est plus agréable quand on partage. Alors n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous ou sur vos réseaux. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook, où vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous remercie d'ailleurs, parce que c'est chouette de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir découvrir vos impressions après chaque épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode, et en attendant, ride safe et gardez l'esprit western.